Donc, je répète, donc, voilà, dans notre configuration, donc ça c'est la configuration de Spring Security. Ce qui est maintenant sûr, c'est que une fois que, donc déjà on a désactivé donc, tout ce qui est cross-site request forgery, nous avons utilisé une authentification de type stateless, donc il n'y a pas de session qui va être utilisée. Et après, nous avons défini les différentes autorisations des ressources de l'application. Et après, donc, nous avons utilisé un filtre, JWT Authentication Filter. JWT Authentication Filter, donc je disais, il contient en fait deux méthodes. La première, c'est Attempt Authentication, dans laquelle, normalement, on devrait récupérer les informations sur l'utilisateur authentifié. Alors pour cela, donc ici, on va utiliser donc un objet AppUser, parce que je sais que dans notre... c'est-à-dire dans cette méthode, vous avez les paramètres, l'objet request et l'objet response. Alors pour lire les données de la requête, si l'utilisateur a envoyé username et mot de passe ce format, par exemple username égale valeur and password égale valeur, vous allez utiliser donc ces request.getParameter, getParameter, vous utilisez par exemple username, ça pour récupérer le nom d'utilisateur, string username égale à ça. Vous récupérez le mot de passe, password égale password. Bon, ça c'est si les données sont envoyées au format 3W URL encoded. Donc, mais ici, donc, je suppose que les données sont envoyées en format JSON. Donc, ce qui fait, je ne vais pas utiliser ça. Je vais directement utiliser un objet AppUser. Je vais récupérer un objet AppUser. Égal. Je vais utiliser en fait, Jackson, la librairie qui fait partie de Spring, donc avec l'objet ObjectMapper. ObjectMapper. Donc, alors new object mapper, voilà, et je vais utiliser point read, voilà, read value, read quoi, read value, tout simplement. Donc read value, et je vais lui donner donc read value, et je lui donne en fait les données le corps de la réponse de la requête HTTP, parce que l'utilisateur a envoyé dans le corps de la requête username et password. Donc je vais utiliser ici, donc c'est request, l'objet request point get input string. Alors request.getInput string, voilà, c'est tout. Et après on va spécifier donc voilà, il va prendre le contenu de la requête, et après on va le désérialiser dans un objet de type AppUser.class. Et après, bon, on a juste besoin de faire un try catch pour ça. Alors je prends le contenu de la requête, je le désérialise. Donc ça c'est du texte JSON, mais il devient un objet Java. C'est la désérialisation du JSON vers un objet Java. Ça c'est plus simple à faire comme ça. On peut encore utiliser un objet de type map, etc. Donc on peut récupérer les données avec différents formats. Mais ici donc il n'y a pas de souci. Donc on va juste voilà, on va utiliser un try catch. Et bon, et pour être un peu plus spécifique, donc on va utiliser donc AppUser. Donc
ici AppUser, on va déclarer ça comme variable, on va l'initialiser à nul. Voilà. Donc je vais tenter de récupérer la valeur et après je vais retourner l'objet. Okay. Alors qu'est-ce qu'on va retourner une fois qu'on récupère l'objet? Ici on va récupérer return, c'est Authentication Manager. Ça, c'est l'objet que nous avons défini. Point authenticate. Alors, qu'est-ce qu'on va lui donner? On va lui donner un objet de type username and password authentication token. Alors, on va lui donner en principe deux valeurs. Donc, il y a appuser.getUsername et le mot de passe. Virgule appuser.getPassword. Voilà. Donc je lui transmets donc ces données-là. Il reste juste peut-être un petit problème ici, si l'objet égale, parce que c'est appuser égale à nul, parce que si par exemple pour une raison ou une autre, donc là vous pouvez générer une exception donc au cas où, parce qu'en fait il ne faut rien retourner. On peut faire autrement, pour simplifier, on peut faire ça. On va faire try donc AppUser, c'est pour simplifier. Une fois que j'ai l'utilisateur, je vais le retourner directement ici. CTRL X. Non. Il reste à la fin si jamais il ne fait pas ça. C'est-à-dire s'il y a un problème, s'il y a... donc là, je retourne. S'il y a problème, donc je vais utiliser throw new runtime exception, bon, si vous voulez. Runtime exception. Problem in request content. Parce qu'on risque dans le corps de la requête envoyer des données qui ne sont pas bien formatées. Bon, du coup, donc ici, donc il y aura une exception qui va être générée. Comme il y a une exception, on va dire tout simplement voilà ce qui va se passer. Encore pour donner un peu plus de... On va le laisser comme ça, c'est pas grave. Donc sinon, on va mettre donc ici, s'il y a exception, on va faire true. On va lever cette exception là. New. Runtime exception et on va garder le même message. Voilà. Là c'est encore plus simple, enfin plus réduit si vous voulez. Donc je vais essayer de faire ça. Si jamais il y a problème, je vais générer l'exception. Mais quelle exception? C'est la même, il va porter le même message de la même exception qui a été générée. Bref, bon, ça c'est donc déjà, quand l'utilisateur va saisir son username, son mot de passe, on récupère les données ici. Et enfin qu'on va les récupérer, on va retourner à Spring Security un objet de type Authentication qui contient les informations username et le mot de passe. Maintenant, on arrive là. Successful Authentication, c'est-à-dire que l'utilisateur maintenant, Spring, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vérifier si le mot de passe est correct, plutôt il va vers la base de données, tout ça je l'ai expliqué, il va vers la couche service, il récupère l'utilisateur, il compare. Si tout se passe bien, il appelle cette méthode. Et quand il appelle cette méthode, je vais profiter de cette méthode-là pour générer le token, le JWT.
Alors maintenant, pour générer donc notre JWT, donc j'ai besoin d'abord d'utiliser une dépendance parce que j'ai besoin de cette librairie JWT qui me permet donc de signer des tokens. Alors je vais, bon, vous pouvez la chercher, donc JWT out 0 Maven dependency. Voilà, le principe il est là. En fait, il existe plusieurs librairies. Bon, ça c'est relativement une librairie qui évolue avec plusieurs versions. Donc, on peut compter sur cette librairie-là. Donc, alors, j'utilise ici donc voilà cette librairie, cette dépendance. On va l'ajouter dans les dépendances, donc, dans le fichier .xml. Voilà, CTRL-V, enregistrer. Alors maintenant, ce qu'on va faire ici, une fois que l'utilisateur est authentifié, en fait, Spring, il nous donne quelque chose de très important, c'est il nous donne un objet de type authentication. C'est outResult, qui va nous permettre de récupérer l'utilisateur qui est authentifié. Alors comment? On va utiliser donc un objet user de Spring. User égale, c'est... Alors, il faut que je vois tout ça ici. Voilà, c'est outResult.getPrincipal. Alors, getPrincipal, il vous redonne l'utilisateur authentifié. Et getAuthorities, il vous redonne les rôles de l'utilisateur authentifié. Donc, principal, c'est en quelque sorte, c'est l'objet user. Et authority, c'est les rôles. Donc, get principal. Et après, on va juste faire un cast vers user. Alors, j'ai l'utilisateur. Maintenant, comme j'ai l'utilisateur, j'ai besoin d'utiliser donc JWT. Alors, en fait, si vous cherchez la documentation de JWT, vous pouvez c'est pas compliqué de trouver la documentation. Donc, JWT 0. Par exemple, parce que là, cette librairie, vous allez l'utiliser dans Java, vous allez encore l'utiliser dans Angular, vous pouvez l'utiliser dans plusieurs langages. Et en principe, vous pouvez trouver, je crois, alors ça c'est voilà, la documentation. Bon, avec Java, donc voilà comment on l'utilise. Bon, pratiquement, si vous lisez ça, vous trouverez pas de problème pour générer comment créer, signer les tokens, etc. Bon, bref. Alors voilà ce que je vais faire moi. Donc je vais faire quelque chose comme ça. D'accord. D'abord, j'ai besoin de récupérer. Donc j'ai l'utilisateur que j'ai récupéré. J'ai besoin dans mon JWT, je vais mettre les rôles. Mais les rôles que je vais mettre, je vais les mettre sous forme d'un tableau de string. Mes rôles, je vais les mettre sous forme d'un tableau de string. Alors pour cela, donc j'ai besoin de créer ici un tableau de string. Et après, dans ce tableau-là, je vais mettre l'ensemble des rôles qui se trouvent dans l'objet authorities. Alors c'est ce que je vais faire ici. Après, par la suite, donc je vais générer le JWT. Alors donc je vais déclarer une liste du type string. Donc ça c'est, je vais l'appeler les rôles égale new ArrayList. Et après je vais utiliser donc l'objet toujours authentication result .getAuthorities .forEach pour chaque authority. Je vais ajouter au rôle .add l'authority .getAuthority. C'est un string. Exactement. Parce qu'en fait, dans mon JWT, je vais mettre username, mais je vais mettre également les rôles.
les rôles de l'utilisateur. Une fois que j'ai fait ça, bon, je vais utiliser maintenant, je vais créer le JWT. Alors pour le créer, donc, je vais utiliser donc, string, c'est un string. Donc mon JWT égale la classe JWT, elle est là dans les dépendances, ce que je viens d'ajouter tout à l'heure. Point create. Donc on va créer, après on va lui donner maintenant les claims. Les claims donc. D'abord, l'issuer. C'est-à-dire on va spécifier, en fait l'issuer, donc je vous rappelle, c'est le nom de l'autorité de l'application qui a généré le token. Alors ici donc je vais utiliser get request URI, c'est-à-dire je vais mettre c'est les URL c'est-à-dire de l'application. C'est juste, mais c'est pas, ça c'est vraiment, pour nous c'est pas quelque chose de très important, mais si vous voulez le mettre, donc ici donc je vais mettre with issuer. Donc je vais utiliser ces request .get request, c'est l'URI de la requête, donc forcément ça va être, on va voir tout à l'heure ce qu'il va mettre là-dessus. Alors plus, et après je vais ajouter subject. Subject c'est le nom de l'utilisateur, donc with subject point with subject. Alors subject c'est quoi? C'est user get username. Alors pour moi subject, dans la revendication subject, je vais mettre username. Ensuite, je vais mettre les rôles. Donc je vais ajouter des rôles, mais sous forme d'un tableau. Alors pour cela, on peut utiliser with array claim. Donc with array claim. Alors cette fois-ci, donc c'est un tableau. Et comme c'est un tableau, donc le nom du claim, ça c'est des claims privés, c'est-à-dire que je peux nommer comme je veux. Mais moi je vais les appeler rôles comme ça. Et après je vais mettre un tableau. Ça doit être un tableau de string. Comme c'est un tableau de string, je vais mettre new string. C'est plutôt au lieu de mettre new string, donc je vais mettre la liste rôle. Point, je vais le convertir en un tableau de array et je donne donc la dimension du tableau, c'est un tableau de string dont la dimension c'est role.size. Voilà, alors maintenant j'ai mes rôles en format string, un tableau de string. Ensuite, on va mettre la date d'expiration. Alors pour la date d'expiration, je vais utiliser la date, donc c'est la date système, plus 10 jours par exemple. Alors 10 jours, c'est-à-dire c'est 10 fois 24 heures, et chaque heure c'est 3600 secondes, donc ça vous donne une idée. Alors, point with expiration, expires at, alors la date c'est new date, java.util. Après, on va utiliser donc système.currentTimeElis plus, et j'ajoute quoi? 10 jours. Alors normalement, ça c'est des constantes que vous mettez quelque part dans une interface pour faire mieux. Mais ici donc on va juste comprendre le principe, mais après ces constantes, on va les mettre dans une classe à part. Donc 10 fois 24 heures. Chaque heure, c'est 3600. Et qu'est-ce qui reste? Il me reste maintenant à signer. Parce qu'en fait, j'ai déjà mon JWT. Alors, donc, je vous rappelle, ça c'est quand même important, c'est que le JWT se compose de 3 parties. Alors, quelles sont ces 3 parties? Il y a le header, payload et signature. Voilà.
donc le JWT et le header. Alors dans le header, qu'est-ce qu'on trouve? Il faut trouver quel est l'algorithme qu'on va utiliser pour calculer la signature. Alors ça peut être soit HMAC, soit peut être RSA, il y a différentes variétés. Donc ça c'est le header. Et ben, après nous avons dit que le header il va être encodé en format base64 URL, ce qui va donner quelque chose comme ça. Donc, forcément parce que on ne va pas garder les données en format JSON comme ça, mais on va les encoder pour donner la possibilité d'envoyer le token via des URL. Donc, et dans les URL, normalement, on ne devrait pas utiliser n'importe quel caractère. Donc il faut s'assurer que ça, c'est quelque chose qui peut être envoyé sur des URL. Bon, le plus simple, c'est d'utiliser base64 URL en code. Alors après, il y a le payload. Alors le payload, nous avons dit qu'il contient un ensemble de revendications, des claims. Il y a les claims enregistrés, les claims publics et privés. Alors pour tout ce qui est enregistré, c'est-à-dire ce qui est standard, il y a l'issuer, donc ça on l'a utilisé. La date d'expiration, subject. Là on a utilisé l'issuer, l'expiration, subject. Bon, on n'a pas utilisé l'audience, c'est-à-dire le public cible. On n'a pas utilisé not before, c'est-à-dire à ne pas utiliser avant. On n'a pas ça par contre issued at, on l'a pas fait également, donc on peut l'ajouter. C'est la date de génération du token. GTI on n'a pas besoin parce qu'en fait il va être généré automatiquement quand on le souhaite. Et après il y a les claims privés. Alors les claims publics, donc pour nous, donc on va rien ajouter là-dessus, mais les claims privés, ben, on va mettre voilà. On va mettre tout simplement, donc on va mettre les rôles tout simplement. Alors pour nous les rôles, donc ça va être voilà un tableau de chaîne de caractères dans lequel je vais avoir les rôles de l'utilisateur, sachant que username il se trouve dans subject. Et la même chose, donc tout ça il va être encodé en base64 URL. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir en fin de compte, on va voir donc c'est le header. C'est-à-dire ça, le header, point payload, c'est-à-dire ça, parce que si je prends ça, je l'encode en base 64 URL, ça va me donner ça. Et qu'est-ce qui reste? Il reste la partie la plus importante, c'est la signature. Donc il faut calculer la signature de ce token pour garantir qu'il n'y a personne d'autre que moi qui est capable de générer ces tokens, c'est-à-dire valides. Alors pour cela, pour générer la signature, pour mettre une signature dans le token, on va utiliser donc soit, comme je disais, donc RSA ou bien HMAC. Alors ici, dans notre cas, on va utiliser HMAC de 156. Et en principe, il faut lui donner comme paramètre, donc il va prendre donc le header en base 64 URL, il va ajouter point. Oui, c'est des algorithmes, exactement. Alors, il va prendre le header en format base 64 URL, il va prendre ensuite un point, ensuite le payload en base 64 URL et un secret. Et ce secret-là, ça suppose qu'il est vraiment secret, c'est-à-dire que je suis le seul à le connaître, moi qui génère ces visas, ces tokens, donc je suis le seul à connaître donc, ce secret. Avec ce secret-là, je vais générer des tokens. Et quand il y a un token qui m'arrive pour me dire, moi là, mon identité, je vais utiliser le même secret pour vérifier la signature du token. Est-ce qu'il est correct ou bien non? Est-ce que c'est bien le token, c'est un token que j'ai délivré moi-même? Alors tout ça, on va le faire avec ce secret-là. Donc autrement dit, dans notre application, si on utilise HMAC, c'est que tous les microservices distribués, ils doivent connaître ce secret. Parce qu'à chaque fois que je leur envoie un JWT, le seul moyen pour qu'ils vérifient l'identité de l'utilisateur, est-ce que ce token est valide, qu'est-ce qu'il contient, en fait, ce qu'il contient à la rigueur, on peut le savoir sans avoir besoin du secret, parce que le header, le payload, ils sont clairs, c'est-à-dire on peut savoir ce qu'ils contiennent. Mais par contre, la signature, pour savoir est-ce que ce token-là, la signature est correcte, donc on a besoin de ce secret-là. Alors c'est ce qu'on va faire ici. Donc pour faire cette opération-là, ben, on va utiliser donc sign.
et on va utiliser l'algorithme. Alors maintenant, quel algorithme qu'on va utiliser? Donc ici, donc il y a algorithme point algorithme point hmac 256. Mais quand vous mettez hmac 256, il faut lui donner un secret. Alors s'il est secret, alors la même chose, ça doit être une constante qui doit être rangée quelque part. Après, il faut savoir comment sécuriser également le secret. Alors ici, donc, je vais utiliser un secret pour moi, rien de secret. Alors ça, c'est le secret. Donc ça, c'est un secret, en principe, qu'il faudrait protéger. Parce que si on connaît ce secret-là, ça veut dire qu'on peut générer des tokens. Hein? N'importe qui connaît ce secret, il peut générer des tokens, et il peut mettre ce qu'il veut, et après, ils peuvent accéder à vos applications avec des tokens que vous n'avez pas générés vous-même en tant qu'application d'authentification. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre après? Voilà. Nous avons le JWT, mais ce JWT-là, on va l'ajouter dans le header. Maintenant, il faut l'envoyer dans la réponse HTTP en utilisant voilà, response.addHeader. Donc, response.addHeader. Le header, on va lui donner un nom. Par exemple, pour nous, le header, ça s'appelle authorization. Authorization. Et la valeur c'est JWT. On peut le mettre comme ça. Mais généralement, quand on utilise JWT, on le précède par un préfixe. Un préfixe connu, comme par exemple, parfois vous trouvez des trucs comme ça, comme bearer, espace, plus JWT. C'est-à-dire que pour moi, donc, à chaque fois que je récupère ce token-là, il faut d'abord que j'enlève le préfixe pour récupérer le JWT. Ça, c'est pas nécessaire. Alors ici, donc, je vais utiliser donc, JWT comme ça. Bon, après, de toute façon, on va perfectionner ça après. Voilà. Alors, je l'ai dans la réponse, maintenant. Et on va vérifier. Alors, si on arrive à voir ce token-là, alors pour vérifier, on va démarrer. Alors, maintenant, il faut qu'on teste ça avec un client REST. Application ARC, Advanced REST Client, par exemple. Alors maintenant, pour s'authentifier, il est clair que maintenant, si vous tentez d'accéder à l'application, il n'y aura plus de formulaire d'authentification, parce que là, ça y est, vous n'avez pas le droit, c'est tout, access denied. Mais maintenant, pour pouvoir accéder, il faut d'abord s'authentifier, mais d'une manière stateless. Donc, il n'y a pas de formulaire. Donc, il faut que mon application, par exemple front-end, dans l'application front-end, là, par exemple ici, je vais devoir envoyer une requête avec post vers /login. Ça suppose que, de toute façon, Spring Security, donc là, c'est un peu quelque chose qui doit être autorisé. On ne l'a pas encore fait. OK? /login. Et après, il faut envoyer des données en format JSON, donc content type c'est application JSON, et dans body on va mettre voilà ce qu'on va envoyer, username, c'est un objet JSON dans lequel on va mettre username, deux points, pour moi donc c'est admin, virgule, password, deux points, admin. C'est pas admin, c'est 1, 2, 3, 4. Alors, vous tentez, est-ce qu'on peut s'authentifier? Non. Oui, non. Alors 200, ok.
Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Donc, j'ai une réponse, mais si vous voulez avoir le détail de la réponse, vous regardez ici dans la réponse, il y a quelque chose qui est important. Dans la réponse, j'ai quoi? J'ai authorization, j'ai une en-tête, authorization, et dans la valeur, alors qu'est-ce que je fais là? Dans la valeur de authorization, voilà, je vais prendre, voilà, j'ai mon JWT, c'est ça le token qui a été généré. Ce token-là, il est en format base 64 URL. Alors, si vous utilisez base 64 URL des codes, vous pouvez savoir ce qu'il contient. Et si vous voulez savoir ce qu'il contient, vous prenez ça, vous allez vers le site jwt.io. Vous avez une application ici qui vous permet de... Vous avez... Là, vous mettez votre JWT, CTRL V. Vous voyez ce que j'ai copié. Et qu'est-ce que je vois là? Je vois ce qu'il contient. Je vois bien que mon algorithme, c'est HMAC 256. Je vois payload, il y a subject, c'est admin. Les rôles, c'est admin user. Ça prouve que je suis bien un utilisateur admin qui a ses rôles. Bon, les shiur, c'est /login, donc parce qu'on a utilisé qu'est-ce qu'on a utilisé dans les shiur? On a utilisé ça. Dans les shiur, nous avons utilisé request.get request URI. Donc, il a utilisé l'URL de l'application. Et après, l'expiration, la date d'expiration, donc ça, c'est en format time. Donc, et après, il y a la signature. Mais cette signature-là, je ne peux pas la trafiquer parce que de toute façon, à chaque fois maintenant que j'envoie ce JWT vers l'application, il prend ça, il prend le JWT, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre le header encore, il va prendre le payload, il va calculer la signature en utilisant le secret qu'il connaît, et quand il calcule la signature, il va la comparer avec cette signature. Alors si la signature il est la même que celle qui est fournie, ça veut dire que c'est OK. Si la signature n'est pas bonne, ça veut dire que vous avez changé quelque chose dans le token. Alors vous pouvez bien changer, vous dites, ah tiens, je suis user, je suis admin et je vais ajouter le rôle. Il n'y a personne qui va vous empêcher de dire super admin. Voilà, suppose. Alors si vous mettez là, vous pouvez changer. Vous avez le JWT, c'est un JWT. Mais quand vous l'envoyez à l'application, vous venez de changer ça, donc le payload a changé. Donc lui, bon, le payload, le header, le payload, il calcule la signature. Qu'est-ce qu'il va trouver? Il ne va pas trouver la même signature. Donc il y a une garantie comme quoi ce JWT ne va pas subir des modifications en cours de route. Voilà. Alors bien sûr ici, donc dans notre cas, c'est pas ça. Il y a quand même quelque chose d'assez un peu bizarre parce qu'en principe, dans notre configuration, bon, ça devrait pas, à mon sens, ça ne devrait pas marcher. Pourquoi? Parce que dans notre configuration, nous avons dit any request authenticated. Alors toutes les requêtes nécessitent une authentification. Donc ça veut dire même /login, ça devrait nécessiter une authentification. Alors d'habitude, ce qu'on fait, c'est ça. C'est tout ce qui est autorisé, http://authorize request.int/matchers et vous mettez non, c'est pas any request.int/matchers, vous utilisez /login /étoile et vous mettez permit all. Alors c'est à dire que pour le login, on va permettre on va le permettre, même pour ajouter un utilisateur. Alors pour ajouter un utilisateur, je ne dois pas quand même m'authentifier, n'est-ce pas? Alors c'est pour cela donc je vais ajouter ici
slash sign. Alors, registre. Okay. Slash étoile. Okay. C'est-à-dire quand il y a un utilisateur qui n'est pas authentifié, donc, etc., il peut créer quand même l'utilisateur, il peut s'inscrire. Alors ça veut dire que slash register, ça ne doit pas nécessiter de passer par une authentification. Alors c'est pour cela d'ailleurs, donc je dois créer ici un REST controller qui me permet d'ajouter un utilisateur. Alors c'est ce que je vais faire ici. Alors dans ma couche web, je vais créer une classe que je vais appeler userController. Bon, c'est un REST controller. Alors dans ce REST controller, je vais utiliser une méthode qui permet de retourner un objet de type AppUser, parce qu'on va ajouter un utilisateur. Register. Alors pour enregistrer un utilisateur, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de username, j'ai besoin du password et j'ai besoin du password confirmé. Alors pour faire ça, on a juste besoin d'utiliser account service, parce que nous avons déjà une méthode qui est toute prête, qui fait tout le travail. Alors on a besoin de faire l'authentification, plutôt le hotwire, c'est-à-dire l'injection des dépendances. Et après, qu'est-ce que je fais ici? Donc directement return account service.save user. J'ai déjà préparé cette méthode, username, password et confirmer le password. Alors cette méthode-là, on l'a déjà faite. Je vous rappelle que cette méthode, qu'est-ce qu'il fait dans la couche service? Alors, ajouter un utilisateur, il va créer un utilisateur, il va vérifier d'abord si l'utilisateur username n'existe pas, est-ce que le mot de passe correspond bien au mot de passe confirmé. Il crée l'utilisateur, il va définir les paramètres, il va crypter le mot de passe avec un bcrypt. Il va ajouter l'utilisateur, en même temps il va lui affecter le rôle par défaut qui est le rôle user. Alors pour accéder à cette méthode, donc je vais utiliser un get, c'est un post mapping. Post mapping slash register. Donc slash register. C'est tout. Mais comme il s'agit de ça, les données doivent être envoyées en format JSON. Alors pour les moments qu'ils vont être envoyés en format JSON, donc je ne dois pas les placer comme ça. Donc j'ai besoin de créer, si vous voulez, bon, vous pouvez créer une classe, vous l'appelez userForm, dans laquelle vous déclarez username, password, et après confirme le password. Et après les getters et setters, c'est-à-dire je vais utiliser la notation data. String. Confirmed password. Alors ici, donc pour ne pas faire ça, je vais utiliser tout simplement la classe userForm.
et je vais lui dire que ça c'est request valid, c'est-à-dire que les données sont envoyées en format JSON dans le corps de la requête. Mais là je dois changer encore, je dois mettre ici, donc c'est userform.get username, userform.get password et userform.get confirmed password. C'est bon? Voilà. Alors, on va démarrer et on va tester est-ce qu'on arrive à inscrire un utilisateur. Et après, une fois qu'on fait ça, on peut passer à la partie front-end pour le reste de l'application, pour régler d'autres problèmes que nous n'allons pas voir ici, mais qu'on devrait voir une fois qu'on va travailler la partie avec Angular. Voilà, alors ici donc je veux inscrire un nouvel utilisateur. Je vais utiliser register avec un post. Alors body, donc je vais utiliser username égale user5, password 1, 2, 3, 4 et je dois également envoyer à quoi? Confirmed password, le point C 1, 2, 3, 4. Erreur interne. Alors ça veut dire qu'il y a une exception au niveau de l'application. Alors on va regarder la console. Au niveau de la console, il y a une exception. Il est là. Il y a une exception qui a été générée. On doit la lire. Alors, confirme password. Alors, il y a bien une exception qui a été générée, comme quoi le mot de passe qu'on a envoyé ne correspond pas au même mot de passe. Alors, en fait, qu'est-ce qui s'est passé dans notre contrôleur? Nous avons ici confirmed password. Alors, ici, on a confirmed password. CTRL C. Ça doit correspondre à ce que j'ai envoyé ici, conformed. Alors ça veut dire qu'on n'a pas envoyé confirmed password, donc pour lui, donc c'est pas la même chose. Alors send. Alors là c'est 200, c'est OK. Si on regarde ici le corps de la réponse, on a bien un utilisateur, user5 qui a été ajouté. Avec quel rôle? Par défaut, c'est le rôle user. Alors après, bon, ça c'est une mauvaise habitude. Vous laissez votre mot de passe exposé en format JSON, même s'il est crypté, c'est à éviter. Parce qu'on va prendre ça, cette chaîne-là, et on va la mettre quelque part. On va utiliser un algorithme qui va tourner pendant peut-être quelques mois, etc. On peut décrypter le mot de passe. Ça prend beaucoup de temps pour le faire, c'est très compliqué, mais c'est faisable. Alors, si vous avez beaucoup de machines, beaucoup d'ordinateurs très puissants, on peut... En tout cas, MD5, c'est à éviter parce que déjà, l'expérience a montré qu'on peut facilement le décrypter. Bcrypt, c'est un peu plus long, mais ça reste toujours à éviter. Alors, pour éviter ça, ce que vous faites, c'est dans l'application, dans la classe... Oh, c'est pas ça, c'est pas ici. Là, j'ai 2 éditeurs. Dans la classe app user, donc password ici, vous pouvez utiliser la notation JSON ignore ou vous utilisez JSON property et vous mettez access égale write only. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mot de passe, il n'y a pas de problème. Quand il y a quelqu'un qui m'envoie le mot de passe, je peux le stocker dans
cette variable, mais quand je vais le générer, je l'ignore. Donc c'est-à-dire, bon là, il est pris en considération uniquement en write, mais pas en read. Alors, donc, une fois que je suis authentifié, alors je vais revenir là-dessus. Ben, je fais la même chose, donc je vais ajouter un utilisateur user 6. Bon, je l'ai ajouté. Alors, je vois ici username active, mais je ne vois pas le mot de passe. Il n'est pas sérialisé. Alors maintenant, une fois que je suis authentifié, j'ai le token. Bon, je suis avec user. Je vais m'authentifier avec user. Alors ça c'est login. Je sais pas, ouais, là c'est bon. Alors avec user 5. Mot de passe 1, 2, 3. Alors user 5. Password 1, 2, 3, 4. Je ne suis pas autorisé. Pourquoi? Alors, /login. Ok. Alors, je vais regarder pourquoi. Il n'y a pas d'exception. Je ne suis pas autorisé. Oui, mais c'est normal. Non. User. Alors, admin. Bon. Ça, c'est username. Admin. Il n'y a pas de problème. Donc là, c'est juste un problème. User 4. User 4. User 1. Je ne sais pas si user 1. User 2, je peux m'authentifier. User 3. Ok. User 4. Ça veut dire user 4, il n'est pas ajouté dans la base de données. Alors que moi, quand j'ai ajouté register, j'ai ajouté user 6. Alors ça, bon, c'est normal. Donc je vais ajouter user 7. Il est ajouté, on va vérifier la base. Parce qu'il y a quelque chose qui cloche. Alors dans la base, app user, nous avons bien user. User 7. Il est bien là. Qu'est-ce que je viens d'ajouter maintenant? C'est user 7. Donc il est ajouté. Ben, son mot de passe est a priori, donc il n'y a pas de problème. A priori. Et après les rôles. App user rôle. Donc ça c'est user. Alors, attends. Alors user 7 c'est quel ID? C'est le 6. Voilà. Alors 6. 6 il a bien le rôle 1. Ça veut dire que je peux m'authentifier en tant que user 7. User 7. Il n'y a pas de raison. Alors je vais m'authentifier, login, avec user 7. Ça passe. Alors c'était quoi le problème tout à l'heure? Pas de problème. Bon. Alors, user 7, donc je suis authentifié. Une fois que je suis authentifié, j'ai mon token. Alors maintenant, en tant qu'utilisateur, je veux par exemple, accéder à la liste des utilisateurs.
app users avec get. Là, je ne suis pas autorisé. Alors maintenant, il va falloir, pour chaque requête, il faut envoyer le JWT. Alors maintenant, nous allons passer un deuxième filtre. Parce que là, ce qu'on vient de faire ici, c'est le premier filtre. Voilà. Je répète. On vient de régler le problème. Donc on vient de régler le problème donc on a saisi username, mot de passe, atteindre authentication, on a récupéré les données, on a demandé à Spring de faire tout ça, il le fait, il récupère l'utilisateur, les rôles, et après il va vérifier le mot de passe, il appelle Successful Authentication, on a généré le JWT et on l'a envoyé via une en-tête qui s'appelle Authorization, et après il est envoyé vers le client. Jusque-là, il n'y a pas de problème. C'est bon? Alors maintenant, à chaque fois que l'utilisateur veut accéder, à chaque fois qu'un utilisateur veut accéder, par exemple, il veut demander liste des tâches ou il veut demander quelque chose, il faut faire maintenant quelque chose. C'est qu'il faut encore demander à Spring Security d'utiliser un autre filtre. Cette fois-ci, je vais l'appeler JWT Authorization Filter. Alors ce filtre-là, il contient une méthode, d'où filter internal, il reçoit l'objet request response. Qu'est-ce qu'on fait ici? Donc dans cette méthode-là, on va récupérer le JWT, on va vérifier si la requête contient l'entête authorization. S'il contient cette entête, je récupère le JWT, je vais encore utiliser la librairie JWT pour signer le JWT, pour vérifier sa signature, pour recalculer la signature. Alors si sa signature est bonne, je vais récupérer les informations de l'utilisateur, à savoir username et le rôle. Je vais demander à Spring d'authentifier cet utilisateur. Il le met dans son contexte, il met à jour le contexte, et après par la suite, il va regarder est-ce que l'utilisateur a le droit de faire ça. Alors s'il a le droit de faire ça, c'est à ce moment-là qu'il laisse passer vers le contrôleur frontal de l'application, c'est-à-dire dispatcher servlet. Et après dispatcher servlet, il va appeler donc l'API REST de l'application qui va faire ses traitements, et après il va retourner le résultat à l'utilisateur. Donc ça veut dire que maintenant, pour chaque requête, nous avons besoin de vérifier la signature du token.